2015. aasta Head read kirjandusfestivalil pöörati märkimisväärselt tähelepanu ka laste- ja noorsookirjandusele. Tänases saates teeme tutvust 2 kirjanikuga. Edward van de Vendel on pärit Hollandist. Kunagi oli ta õpetaja, nüüd aga tunnustatud autor, kes eelistab kirjutada lastele ja teismelistele. Täiskasvanutest lugejaskond teda siiani inspireerinud ei ole. Prantsuse kirjanik Jean-Claude Murleva on samuti alustanud õpetajana. Seejärel üle 10 aasta näitleja ja lavastajana lavalaudadel tegutsenud ning praeguseks lõplikult kirjanduse teele läinud. Oma laste kõrvalt hakkas ta kirjutama lastejutte, siis romaane teismelistele, kuid tema viimase aasta looming on suunatud hoopis täiskasvanutele. Ja täna on selline tore ja rõõmus päev, kus meile on külla tulnud selle ilusa kollase raamatu koer nimega Sam autor Edward van de Vendel. Aplaus talle! Tere, Edward! Hello! Hello everyone! The first time I went to Estonia, it was actually because of my child dreams. As a child, I loved thinking about Europe and about all these countries. And I remember that I was actually quite angry at my mother when she told me that at that time, Estonia was not an independent country. And I said, but it is a country, it has a capital. And so I already thought long before the 90s that it should be an own country, and now it is. I've been to Latvia so often, so I wanted to go to Estonia. And then the second time last year I was asked to come here at Children's Book Center to present my work. So that's how I got to meet Estonian publishers. That was a grown-up public, so that was nice, but now it was even nicer to meet children. Yeah, that was fantastic this afternoon, yeah. So this book, this is the Dutch version. Yeah, you call it Koer nimega Sam, yeah. 5 years ago, something fantastic happened in my life, and there I made a story out of it, and I'm gonna tell you what happened. I was a teacher in elementary school, so for smaller children, most of the time for like 8 and 9 and 10-year-olds. You know, this age where they really start discovering the world and they're interested in everything, and everything is nice and exciting. And I really loved that. It was so nice to be close to the fire, as I called it, close to livelihood. So the writing actually came from being a teacher, because I started writing about the children in my class, and then suddenly someone said, we'll make a book out of it. And then of course it was a bit stupid to stop after one book. I actually like reading a lot of children's literature for all ages, and that's also why I like writing for all ages. I must say that the very small children is a bit too difficult for me, so I don't write for the 2-year-olds. But from 4-year-olds, but then up till 16, 17, 18, I've written some novels where the main characters are 16 or even 18. And you know, this is very close to adult literature. But I'm not especially interested in an adult audience. I also am not excluding them. I think every good children's book should be nice to read for grown-ups as well, because I don't try to be childish in the books. And children also don't like childish books. They would immediately recognize that. They also want to read in a funny way or in a thrilling way about real things, about things that matter. And I think that we as adults recognize that. Every age has its own technical thing, so of course you don't write a big novel like this for 4-year-olds. I'm not that kind of writer that is planning, like, let me write a book for 10-year-olds because that will sell well. It's not like that. It's just a story happens or a story begins. And often I write the book for the age of the main character. So if the main character is 10, I try to see some kind of child of 10 years old that I would like to read this book aloud to. In the summer, I was going to a country far away called Canada, because in Canada, I often go there because my brother lives there. He has 4 children, but the oldest 2 are like 22 and 20, so they are not so important for the story. But the other ones, there's a girl, she's small, her name is Emilia, and she is 7 years old.
But the one who is most important for the story is the boy. He is 10 years old and his name is Kix. And they had 2 dogs. We were playing football. And then we heard this. Sniffing. We heard someone sniffing. And we were looking around. And then I thought it was the horses or maybe the other small dog. But then we saw the sniffing came from a fantastic big white dog. And we were playing football and Kix, this is all true, it all happened, turned around, he saw the dog there in the distance and said, "Oh, that is my dog." Sometimes I like to work together with illustrators a lot. And then of course it's maybe a picture book. So for me it's very important to show that there's a cooperation between the text and the images. And actually in a picture book, to be honest, the pictures are more important than the text. So I just try to serve my text to the illustrator. I love art. I always go to museums and I love illustration and all the styles we have. I also cooperate with young people who start illustrating by trying to help them to give them a story to make the first book of. But also with more experienced illustrators. Of course, after a certain age, I mean, my teenage books are not illustrated. Then usually that's not important anymore. If I start thinking about a story, it's if there's a heart beating in the story, and if I feel like, oh, but this is really important, or this is really funny, or this is really thrilling, and I want to know how that will go, or I want to know how a main character in this situation would act, then I feel there is some life in this story. I think the nice thing with working with children and also working with children's literature is that people are very much alive. Not every true story has a great storyline. Sometimes you have to change a bit or to leave out some characters. So of course I make up things as well, but they always have to match with the original idea. Sometimes I do books that are completely true, that are based on a true story or based on a true person. But also sometimes I just make up stories. But then there still has to be something that is right in the book. I mean, I wrote a book about a girl that suddenly sees 13 little deer, blue deer, coming out of a vase. Well, that doesn't really happen. But still there was a lot of truth in the story, because that has to be right. And I can tell you this little story because it's going to be in my next book. I live in this house. At the other side of the road, there is water. I live there already for 15 years, and I have never seen that there was a little boat in the water. And last week, I, with a friend, we got in this little boat. So we were rowing, and suddenly we saw there was a big secret gate in the dike. We were with the boat, went in that secret gate, and then when we were through, we saw that in between the trains there was a little meadow, and in the meadow there was a secret horse, just one horse, standing in between the trains, completely alone. And we thought, huh? A secret horse in Rotterdam, where does it come from? And we thought, that's not good, it's lonely, we have to do something for this horse. And I was with my niece, she's 10 years old, and she said, we have to find him a friend. And now I have a question to you. Do you know what the favorite animal of a horse is? First of all, I just like animals. That's like almost everyone. But you know, animals are to children what children are to grown-ups. So they are innocent creatures, but also creatures that they don't fully understand. But for instance, a dog could teach a lot of things to the child, but still the dog has to rely on the child. So when you have a dog, you're both addicted to the love of your dog, but you're also the king of the dog. You have to take care of it. So a lot of things that are important for us grown-ups in daily life when we want to protect our children, but also to learn from them, is the same in the image of animals for children. So I think writing about animals is so natural almost, and reading about animals for children. They see their own world
like mirrored in animals. When in Holland we have something on TV that's called the Kids Television Journal. They can actually show parts of wars and people doing bad things to other people, and kids maybe are afraid but they don't complain. But if they show something cruel that is being done to an animal, they get lots of letters and complaints. It's closer to children and therefore it's more dangerous. I'm very allergic to dogs and to cats, so I don't have any animals. But I have lots of friends who love animals and who have them. For instance, for the book that is yet to come about the secret horse, I last week talked a lot about one of the horse specialists we have in Holland. But I must say I do live in a town, but I grew up in a small village. Then we had a dog and a cat and fish. So from childhood, I really know what it is. I also like wild animals. I live next to the zoo and I go there like maybe 20 times a year. And you could say that the animals in the zoo are my pets. We can see a lot of our human behavior in the way we look at animals. They teach us something. Day before yesterday, I talked to Kix, the boy in the book, and I told him I was going to be here in Estonia. So he's a little bit older now, and he said, "But really? You mean that children in Estonia can read about me?" Yes, you're very famous in Estonia. So he says hi to everyone. Ühesõnaga, Jan tõusis üles. Mina küsisin, kus ta läheb, ja tema ütles, et vanemad kaklevad all, et ta läheb korra kuulab ja tuleb kohe tagasi. Või noh, ta andis mõista. Sest tema on ju meil märkide peale kõva käsi. Uskumatu. Ta ei ütle ühte sõna ka. Ta räägib näo ja kätega. Aga see on selgem kui ükskõik missugused seletused. Ja see käib tal üle helikiirusel. Kui keegi proovib teda järele teha, siis see võtab kohutavalt kaua aega. Ja aru ikka keegi midagi ei saa. Aga kui tema ise teeb, siis käib see kähku. Ja kõik on selge nagu allikavesi. Ta liiguta peaaegu üldse, nägu ainult natuke liigub. Ja sõrmed ka kergelt. L'enfant océan est basé sur un conte de fées également. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé? Les contes, oui. Il y a beaucoup de contes qui sont très ennuyeux. Mais dans les contes réussis, c'est la quintessence de la littérature. C'est magnifique. Le Petit Poucet, par exemple. Le Petit Poucet, c'est l'enfant océan. L'enfant Okeani Kutse. C'est un Petit Poucet moderne. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'enfants qui ont peur d'être abandonnés et qui ont peur d'être mangés, dévorés. D'abord par les loups, et ensuite par l'ogre. Alors, est-ce que ça n'est pas la terreur la plus ancienne, la plus ancestrale de toutes nos ancêtres, les hommes primitifs, devaient être dans cette terreur d'être abandonnés et d'être mangés? J'ai écrit des albums illustrés pour les petits, oui, tout à fait, quand mes enfants étaient plus petits. Et maintenant, mes enfants sont presque adultes, donc j'écris des romans pour adultes. Ce que j'écris sont des histoires inventées et assez souvent réalistes, mais avec un peu de fantastique. Mais le fantastique que je mets dans mes histoires, c'est à dose homéopathique. Dans mes histoires, on ne traverse pas les murs comme dans Harry Potter, non. Mais assez souvent, il y a une sorte de décalage. C'est-à-dire que mes personnages ressemblent à des vraies personnes, les lieux sont assez réalistes, mais souvent il y a une sorte de décalage par rapport à la réalité. Ouais. Pourquoi avoir écrit pour les enfants d'abord? Parce que mes enfants étaient petits, peut-être, et aussi parce qu'on m'a demandé d'écrire des textes pour le théâtre. À cette époque, j'étais comédien et metteur en scène,
Et des amis comédiens m'ont demandé d'écrire des textes pour le jeune public, qui seraient dits sur la scène, pour le théâtre. Je l'ai fait. Et ces textes sont devenus des albums illustrés. Et tiens, je ne voulais même pas être publié, je le suis. Je vais écrire un roman. Et j'ai écrit mon premier roman. Et comme j'avais, même pas le pied, mais un orteil dans la littérature de jeunesse, j'ai écrit un roman jeunesse. Et le miracle s'est produit, il a été publié. Je me suis dit, je vais en écrire un deuxième. J'en ai écrit un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et lentement, dans mon esprit, est entrée cette idée que peut-être, j'étais en train de devenir un écrivain. C'est difficile de dire « je suis écrivain », parce que ça n'est pas seulement un métier, c'est une prétention. Il y a aussi une grande responsabilité, je trouve. Oui, une responsabilité. On se définit soi-même comme quelqu'un de particulier. Hein. Donc c'est difficile de dire, d'oser dire « je suis écrivain ». J'ai osé le dire après mon 9e roman, qui s'appelle « Le combat d'hiver ». Quelle est la différence si vous avez les lecteurs jeunes et les lecteurs adultes? Est-ce que l'écriture, le processus, c'est différent? Oui, c'est différent, il faut le reconnaître. Mais l'effort est le même, l'investissement est le même, l'engagement est le même, que ce soit pour des petits, des ados ou des adultes. Les 2 derniers romans que j'ai écrits sont pour adultes. Je n'ai pas trouvé ça plus difficile que pour les adolescents, pas du tout. On peut se permettre d'écrire des choses différentes, des choses plus troubles par exemple. Les ados n'aiment pas trop les choses qui sont troubles. Les lecteurs adultes peuvent les entendre et souvent leur expérience de la vie les aide à comprendre des choses plus troubles où il n'y a pas le bien et le mal. Et lorsqu'on écrit pour les ados, également, on évite de faire des références culturelles qu'ils n'ont pas et qui les obligeraient à faire des recherches. On évite aussi, quand on écrit pour les ados, de faire des longues descriptions de paysages ou de longues introspections psychologiques. Avec les adultes, si on en a envie, on peut le faire. Mais il faut que ça reste intéressant, hein, mais les adultes ont plus de patience. Les ados, c'est le propre de la jeunesse. Ils sont impatients. Il faut les saisir vite et ne plus les lâcher. Dans mon écriture, le théâtre compte beaucoup. Il m'a apporté vraiment beaucoup. Surtout pour les choses qui concernent le rythme. Parce que lorsqu'on écrit, il y a bien sûr l'histoire qu'on raconte, mais il y a surtout la manière dont on la raconte. Et c'est beaucoup dans... Alors on appelle ça le style. Je ne sais pas trop ce qu'est le style, mais je sais ce qu'est le rythme. C'est ce qui fait que le lecteur est pris physiquement dans le texte et qu'il a envie de tourner les pages. Et ce rythme, on l'apprend beaucoup au théâtre. Si vous ne m'écoutez plus, je vais le sentir physiquement. C'est physique. Alors lorsque j'écris un roman, bon, je suis tout seul, le public n'est pas là, en principe, mais j'essaie de faire en sorte de tendre un fil entre le public, mes lecteurs, et moi. Et ce fil ne doit jamais mollir, il doit toujours être tendu. Ça me vient du théâtre, entre autres choses. Pas de l'enseignement, pas du métier de professeur. Vous avez été aussi le professeur d'allemand, donc la langue, vous avez l'air d'aimer ça. Et même il y a une nouvelle où il y a un personnage qui est un peu fou, des participacés, des choses comme ça. C'est un homme qui est un peu obsédé par la correction grammaticale et ça l'exaspère d'entendre des journalistes, des politiques, des gens, des intellectuels qui font des fautes d'accord. Il écoute la radio beaucoup et il est furieux quand il entend un ministre qui accorde mal le participe passé. Et moi je suis un peu comme ça. Je fais des fautes aussi, hein. Mais les fautes de participe m'agacent. Et à la maison on me dit mais arrête. Et non, ça m'agace. Donc j'ai imaginé un personnage qui serait encore pire que moi, vraiment obsédé par ça. Donc il note toutes les fautes qu'il entend et il va essayer de
d'enlever, de kidnapper le ministre qui fait des fautes de français pour lui faire payer ça, mais il va tomber sur encore plus fou que lui. J'aime écrire, j'aime qu'on me raconte des histoires, j'aime les raconter, j'aime la langue française, c'est la mienne. Dans L'Enfant Océan, Okeani Kutse, en estonien, c'est une seule histoire, mais dans laquelle il y a, je crois, 23 narrateurs et narratrices, dont certains parlent très bien, d'autres très très mal. Je suis sûr que dans la traduction estonienne, le traducteur a su faire ça. Des fautes de français. C'est un roman où les personnages parlent comme je parle là maintenant, c'est-à-dire spontanément, en faisant des fautes peut-être. C'était passionnant de faire parler des gens, d'écrire ce qui leur sort de la bouche comme ça sort de leur bouche. C'est du théâtre en fait. Et avez-vous pensé d'écrire aussi des pièces de théâtre? Oui, j'y pense. Mais écrire une pièce de théâtre, c'est un risque parce qu'il faut qu'elle soit jouée. Et lorsque j'écris des romans, pour l'instant, j'écris, ils sont publiés et ils marchent bien. Donc c'est une sorte de confort économique pour moi. Et c'est mon seul et unique métier, je n'en ai pas d'autre. Donc si j'écris une pièce de théâtre, oui, j'ai envie, mais encore faut-il qu'elle soit jouée et beaucoup pour que je puisse en avoir le bénéfice. Je n'aime pas tellement les fins bouclées, où on a répondu à toutes les questions. J'aime les fins qui laissent un peu de mystère, peut-être, du non-dit. Les jeunes lecteurs aiment que ce soit vraiment bouclé. Très souvent, ils me disent « j'ai vraiment aimé votre livre, mais la fin, il n'y a pas de fin, c'est pas fini. » Ils me disent « ce n'est pas fini ». Moi, je dis « si ». C'est fini, c'est ma fin à moi, je veux une fin comme ça. Ils me disent non, c'est pas fini, et ils l'écrivent la fin. Je reçois des fins. Ei mingit vastust ja ikka seesama naeratus näol. Väga imelik. Mul käis mõte peast läbi, et äkki see poiss polegi päris poiss. Et äkki on ta hoopis kuskilt muinasjutust. Et mulle on ka antud võimalus korraks sinna sisse pääseda. Et ta on nõus mind sinna sisse laskma. Muidugi tingimusel, et ma rohkem lolle küsimusi ei esita. Istusin hästi ettevaatlikult tema kõrvale, et võluvõim ei kaoks. Novembri keskpaiga kohta oli hommik uskumatult soe. Taevas meie peade kohal oli tohutu. Laev sõitis täiskäigul edasi, otse läände. Alors j'habite près de Saint-Étienne, qui se trouve près de Lyon. Et enfin, je dis Saint-Étienne, c'est une ville qui a 160 000 habitants, mais j'habite à 15 km de là. Chez moi, c'est presque la campagne. Il y a la Loire qui passe juste devant chez moi. Moi, je suis de l'intérieur des terres. Je suis un petit paysan. Et l'océan a toujours été assez fascinant pour moi. Enfant, je n'y suis jamais allé. Je crois que j'ai vu la mer pour la première fois à 14 ans. Et l'océan, j'étais adulte. Mais quand j'ai eu des enfants plus tard, on est beaucoup allé sur les îles de Bretagne et je les adore. Et c'est vrai que dans plusieurs de mes romans, il est question des îles bretonnes, de l'île d'Ouessant en particulier. J'aime beaucoup changer de genre. Je ne suis spécialiste de rien, donc je n'avais pas écrit de nouvelles. Et c'est une sorte de défi ou d'envie. Je n'ai pas fait ça encore, je vais le faire. Et puis surtout, c'était à un moment de ma vie, donc il y a quelques années, où je crois que c'était après mon 12e roman. Et je n'arrivais pas à écrire le 13e. Je n'y arrivais pas. Les semaines passaient, les mois passaient, et je n'écrivais pas. Et j'étais un peu découragé, très inquiet, un peu angoissé. J'avais des idées, beaucoup d'idées. Mais une idée pour écrire un roman, ça n'est rien. Il faut avoir quelque chose en plus, une énergie. Donc j'ai passé 8 ou 10 idées que j'ai toutes jetées à la poubelle. Et un jour, j'ai eu cette idée, la bonne, qui était, et si, au lieu d'abandonner toutes ces idées, je les reprenais dans ma poubelle, toutes, et je les traitais sous forme de nouvelles, et non pas de romans.
Et le soir même, j'écrivais avec frénésie. Moi, je suis malheureux quand je n'écris pas et je suis heureux quand j'écris. C'est très simple. Alors, c'est amusant parce qu'on en parlait avec un autre auteur ce matin, qui est un homme de 70 ans et qui écrit pour les tout petits. Et nous nous sommes dit l'un à l'autre, mais en fait, nous sommes restés des enfants. Hein. Nous sommes adultes, responsables, on a des enfants, lui est même grand-père. Mais on a une petite part de notre cerveau qui refuse de grandir. Moi, je suis très joueur, je peux être très enfantin. Quand il y a des grands repas familiaux, je suis avec les adultes, et il vient toujours un moment où je vais vers les enfants, les jeunes, puis je m'amuse avec eux. Donc vous êtes de nature plutôt gaie. Oui. Quand j'ai lu vos nouvelles, je pensais que cette personne doit être un peu pessimiste. Non, c'est un jeu littéraire. C'est vrai que ces nouvelles, les lecteurs doivent le savoir, elles sont assez cruelles. Comme je le dis souvent, elles se finissent ou mal ou très mal. Mais c'est un choix littéraire. J'aurais pu tout aussi bien choisir d'écrire des nouvelles avec des happy ends. Et là, je me suis dit non, on va aller jusqu'au bout de la vie, comme elle peut être méchante et vache, parfois. Pas toujours, mais parfois. Là, je vais aller jusqu'au bout. Donc mes personnages, qui sont des personnages souvent assez ordinaires, sont pleins de bonne volonté. Ils veulent faire de leur mieux, mais ça ne marche pas. Avant, j'avais écrit beaucoup de romans pour la jeunesse. Et quand on écrit pour la jeunesse, on a une petite responsabilité qui est de donner à son roman une fin positive. On n'a pas le droit de désespérer les jeunes lecteurs. Peut-être que je pourrais maintenant décider d'écrire 10 autres nouvelles où tout irait très 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 mal et à la fin, retournement spectaculaire et happy end. Pourquoi pas? Je pourrais le faire. C'est un choix. En France, je donne des lectures à voix haute. Donc, je lis des nouvelles de ce recueil et il y en a plusieurs. Je commence à lire et les gens sourient parce que c'est plutôt drôle. Puis il y a même des éclats de rire. Et je continue et les visages commencent à devenir plus tristes. Et à la fin, au moins pour 2 nouvelles, les larmes coulent. Les larmes coulent. Ce sont des personnes de bonne volonté, Oui. comme dans mes romans jeunesse. C'est des gens qui font de leur mieux, comme moi. Ce sont des personnes ordinaires, comme moi, mais ils font de leur mieux. Pour moi, c'est une chose très importante, faire de son mieux. C'est ce que je dis souvent à mes enfants. Faites de votre mieux, et ce sera bien. J'aime beaucoup écrire « je », la première personne. Ça n'est pas parce que je suis auto-centré, non, c'est parce que c'est très vivant, c'est rapide, c'est immédiat. Et « je », au présent, c'est encore plus rapide. Il y a une immédiateté, quelque chose de très théâtral, parce que dans ce roman, ce sont des gens qui parlent. D'ailleurs, il a été adapté au théâtre, souvent en France. Il est fait pour être lu à voix haute. Une fois qu'un roman est terminé, tu l'as envoyé à ton éditeur, tu sais qu'il va être publié, tu fais quoi? Tu attends? Je pleure. Oui. Parce que c'est quelque chose qui se finit. Il faut en faire le deuil. Je me sens abandonné par mon livre. Je me demande si ça n'est pas ce que les femmes éprouvent après l'accouchement. Donc je suis papa, 15 fois maintenant. Eesti keeles on ilmunud Edward van de Vendeli lasteromaan Koer nimega Sam. Jean-Claude Murleva teostest on eesti keelde tõlgitud noorsooromaan Ookeani kutse ja täiskasvanutele mõeldud novellikogu Siluett. Head lugemist ja uusi kirjanduselamusi!